anciens allaient me répondre quand j'avais établi un certain statut aussi. Parce que je parlais avec des musulmans, par exemple. Il y avait des anciens musulmans qui n'avaient pas nécessairement confiance en une femme blanche, jeune, qui n'était pas mariée. Ça m'a fallu beaucoup d'efforts. Par exemple, chez moi, il y avait un musulman qui travaillait chez moi. Il arrivait le matin, il quittait le soir. Il n'y avait aucun homme dans ma maison. S'il y avait un homme, il ne quittait pas. C'est-à-dire, ma morale était parfaite, standard musulman. Moi, je n'ai jamais donné la main comme ça à un ancien. J'ai toujours couvert mes bras, j'avais une jupe, parfois j'avais ma tête couverte. Il savait que j'étais différente, je n'ai jamais dit que je n'étais pas différente, mais on pouvait en parler. Mais ça, c'est pas un jour, c'est chaque jour, et parfois on se moque de toi, et parfois on te traite mal, et tu vas peut-être rester chez toi et te sentir vraiment mal pour une soirée, mais le jour après, tu dis, je vais montrer que quand même j'ai la volonté. Hein? Et ça, c'est vrai pour un blanc, et c'est vrai pour un africain. Ça serait vrai si je devais travailler à Rome, d'où je viens. Pourquoi un vieux va me parler de son histoire. Finalement, moi, j'ai quitté, je suis partie en Angleterre, je fais mon tour de ma vie, qui je suis et pourquoi je lui demande. À la fin, tu lui expliques, comme tu ferais avec un être humain, et tu espères qu'il va dialoguer avec toi. Ça, c'est mon recherche. Je pense que chacun ici peut faire cet effort. Vous allez voir, quand vous faites l'effort est récompensé. Mais il faut faire l'effort, il faut faire vraiment l'effort. Pas un jour, on dit, bon, aujourd'hui on va essayer de prendre les récits du voisin. Non, c'est assez dur, ça prend quelque chose. Vous voyez, ça c'est les maisons dans la région de la femme dont je vous ai parlé, le Niger. Alors, il y a un article parmi les articles que je vous ai donnés qui est spécifiquement méthodologique. Et là, c'est un article où moi j'ai mis à disposition un livre qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir dans quelques mois. Et c'est un livre important pour vous, qui a été dirigé par Klein, Green et Bellagamba. Et c'est une collection de témoignages d'Africains sur l'esclavage. Donc c'est peut-être 40 articles avec des sources primaires, parce que chacun de ceux, parmi nous, il y avait des Africains aussi, qui ont fait cette recherche, ont mis à la disposition les textes précis, les textes de l'entretien, du récit. Donc parfois c'est des chansons, parfois c'est des entretiens, parfois c'est des manuscrits qu'ils ont trouvés, parfois c'est des manuscrits arabes. Il y a des textes, par exemple, des lettres arabes entre des maîtres et des esclaves à la fin de 1800. Donc c'est une récolte de sources. Et une des articles est par moi. Et cet article parle de 4 entretiens différents que je fais avec des gens d'ascendance servile. Et c'est important, chaque entretien, si tu veux, donne une leçon. Moi, je n'ai pas vu encore les autres articles parce que ce n'est pas encore publié. Alors, la première leçon, en faisant ce type de travail, d'entretien, je me suis trouvée, j'étais partie pour avoir un entretien avec les descendants de maîtres. C'était une famille maraboutique dans cette région, importante. Donc, je voulais lui demander l'histoire de comment sa famille était arrivée ici. C'était la société Touareg, comme aussi certaines des sociétés ici au Sénégal, sont stratifiées. Et tu as, si tu veux, les guerriers d'élite, l'élite guerrière, et puis tu avais une classe maraboutique, donc des religieux, musulmans. Et lui, c'était de cette famille. Moi, je suis partie chez lui, et il m'attend. Il vient avec un homme très âgé. Il vient me parler. Clairement, il va me dire qui est ce monsieur. Alors il me dit, moi j'ai amené ce monsieur avec moi, c'est le chef du village. Alors, ce noble Touareg maraboutique, il habite dans une sorte de campement. Il n'habite pas dans le village. Il habite un peu à côté d'un village. Le village a un chef du village. Le chef du village est le vieux qui l'a amené. Il me dit clairement, ce chef du village est le descendant de mes esclaves, des esclaves de mon père. Nous, donc, si tu veux, les aristocrates ou les gens de l'élite, soit maraboutique ou guerrière touareg, souvent ne veulent rien à faire avec l'administration politique contemporaine au Niger.
Pour eux, c'est presque, c'est noblesse, pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas assez haute. Eux, ils croient dans la hiérarchie traditionnelle. Maintenant, c'est chef de village, chef du canton. Pour eux, ce n'est pas revenu. C'est des gens de une nouvelle si tu veux, vague de gens qui ont pris du pouvoir, mais qui, dans leur tête, ne sont pas légitimés d'avoir le pouvoir. Parce que pour eux, le français est venu, a enlevé le pouvoir à ceux qui étaient les chefs. C'était eux. Et il a mis comme chef des gens qui ont peu de valeur. Et aujourd'hui, ils se tiennent à distance de l'appareil de l'État. Aussi parce que l'appareil de l'État n'est pas très touareg, est très Hausa germain, surtout germain au Niger. Donc il y a aussi un discours ethnique où ils ne veulent pas avoir trop à faire avec l'appareil de l'État. Alors il se tient un peu à l'écart. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis comme chef du village, donc quelqu'un qui a la responsabilité administrative du village, ce vieux descendant d'esclaves. Les deux sont dans ce type de relation où le monsieur qui est le vieux descendant d'esclaves, si tu veux, doit son pouvoir actuel, parce que envers les villageois, il a un chef de village. Le chef de village compte quelque chose, beaucoup même. Il recueille les taxes, il peut donner des faveurs, il peut faire beaucoup de choses. Hein. Donc ce monsieur doit son pouvoir actuel à son ancien maître. Mais en même temps, pour l'ancien maître, il n'a presque pas donné du pouvoir. Il lui a donné quelque chose que lui, il ne va pas se basser à faire. Et il est sûr que cet ancien esclave ne va jamais lui donner de problème, va faire ce qu'il veut, va travailler presque pour lui, parce qu'il est obligé, il est dans l'obligation, il a même été placé par lui. Peut-être le grand-fils de ce vieux va avoir une autre attitude envers les anciens maîtres. Mais pour l'instant, les relations sont telles. Alors ce monsieur, le noble me dit, moi j'ai amené ce monsieur parce qu'il est beaucoup plus âgé que moi, donc il connaît l'histoire mieux que moi. Toi tu vas me faire poser des questions, et moi je l'ai amené parce que lui, il connaît la réponse peut-être mieux que moi. Donc là il y a une vraie reconnaissance du fait que ce monsieur peut-être connaît l'histoire de son père et grand-père mieux que lui. Ils sont assis ensemble avec moi, on commence à faire une historique du village. L'historique est sur l'histoire de la famille du maître, de l'ancien, de l'ex-maître, qui n'est plus vraiment le maître. Et le vieux, le maître commence son histoire, et il dit ce qu'il pense à l'histoire de ses arrière-grands-pères, et après, le vieux, l'ancien, dit quelque chose aussi, il confirme tout ce que le maître a dit, il ajoute des renseignements. Alors il dit, c'est vrai, nous, on était toujours ensemble, eux, c'était notre maître, son grand-père était le chef de toute la région, qui n'était pas vrai, mais c'est l'histoire qu'il est en train de donner devant au maître à moi, et moi je suis en train de prendre, je sais que ce n'est pas vrai, mais quand même, je prends tout ça. Là, on rigolait avec mes assistants, parce que la réponse à tous les entretiens commençait toujours, n'importe avec qui, avec mes ancêtres, dans le temps passé, étaient le chef de toute la région. Alors moi, je n'ai parlé qu'avec les descendants de chefs. C'est tous des aristocrates. Et là, c'était très drôle. Mais je raconte cette histoire. À un certain moment, le descendant du maître s'est fatigué d'écouter l'histoire du village 1 parce qu'il est en train de me dire qu'il y a des villages mères qui sont anciens, et puis il y a des villages qui sont descendus du village. Il est en train de me donner une liste de villages. Alors l'autre s'est fatigué, il nous quitte. Le moment où le descendant de maître nous quitte, le vieux monsieur me dit, bon, en réalité, quand le colon est venu, il y avait deux chefs dans cette zone. Il y avait le père de ce monsieur et il y avait Abdou. Alors ce Abdou, moi aussi, je l'ai entendu plusieurs fois dans le récit. Abdou, beaucoup de descendants dans les villages, de descendants d'esclaves dans cette région, il me dit, c'est notre grand-père. C'est le grand-père de nous tous. Abdou est quelqu'un qui était un esclave, qui est parti chez les Français et qui a dit, donne-moi un village, je vais être le chef du village où j'habite. Et c'est le premier esclave dans cette petite région qui devient chef du village. Et là, il y a un groupe de villages qui se sont formés à partir du village où Abdou était le chef. Alors, au moment de l'arrivée des Français, ce monsieur devient un chef de village. Alors, au moment où son ex-maître sort, moi j'ai un récit historique très différent. Alors, il me dit, il y avait deux chefs.
il y avait le père de ce monsieur, il y avait Abdou. Abdou, c'est le grand-père à nous tous, il a été le premier chef de... Le maître revient, et Abdou a disparu. On ne parle plus de Abdou. Et c'est intéressant parce que ce Abdou, qui revient beaucoup dans le récit de certains gens de certains villages, n'est pas dans les archives, il n'est pas dans les récits de gens plus puissants. Si moi je veux écrire une histoire de cette société, c'est important qu'à un certain moment, il y a un groupe qui s'émancipe, un homme décide d'utiliser l'ignorance du français, du colon, parce que ce n'est pas son maître qui allait le mettre comme chef, mais c'est étranger, on pense qu'il va peut-être avoir des convéniences si celui-là devient chef, on lui donne la chefferie. Et ça, il faut l'écrire, cette histoire. Et si on ne parle pas à ce groupe, si on ne leur donne pas la dignité de voix, de la voix historique, on ne va pas l'écrire, on va écrire une histoire qui a des trous là-dedans, qui est l'histoire du point de vue des élites. Ce n'est pas que les élites, moi je ne dis pas, ce n'est même pas un travail idéologique que je suis en train de faire ici. Je suis en train de dire que si on est des bons historiennes, on essaie d'écrire une histoire complète qui inclut différents points de vue. Et là, il y avait aussi, bon, j'avais d'autres entretiens intéressants. Par exemple, j'ai 4 récits. Le deuxième récit est par un vieux qui s'appelait Amanteya. Et Amanteya est un vieux que moi j'ai rencontré beaucoup de fois. C'était un homme très sage, très respecté par tout le monde parce qu'il était très vieux, il avait eu beaucoup d'expérience, il avait beaucoup voyagé, il avait appris l'arabe, mais c'était un descendant d'esclaves. Et il le disait clairement, c'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qu'il essayait de cacher. Aussi, il habitait dans un village où il y avait beaucoup de descendants d'esclaves et les descendants de maîtres n'étaient pas loin. Donc, tu n'as pas beaucoup à cacher comme tout le monde connaît ton passé. Mais lui, ce n'était pas son intérêt, il était si vieux, il avait vécu, il avait le respect de l'âge, si tu veux. C'était un homme qui avait beaucoup appris, il était très sage. Il était aussi, chaque fois que j'arrivais, il disait toujours qu'il ne se sentait pas bien, qu'il ne voulait pas parler, qu'il avait mal à la tête, qu'il avait mal au ventre, que vraiment il était fatigué, qu'est-ce que moi j'étais là pour poser toutes ces questions, pourquoi j'étais là. Alors je me dis non mais ça fait rien, je vais parler avec les autres. Alors je posais quelques questions avec les autres. Et là, les autres disaient 2 mots, et Amanteya disait « Ah, celui-là, il ne connaît rien. Attends. » Il commençait à parler. Alors moi, j'aimais beaucoup Amanteya, c'était un vieux. Il avait une grande expérience de vie. Et il avait beaucoup, comme je dis, beaucoup voyagé. À un certain moment, on parlait des descendances d'esclaves et les groupes maraboutiques, jusqu'à aujourd'hui, est un des groupes qui a des relations plus fortes avec les gens d'ascendance servile. Une des raisons pour ça, c'est qu'eux, ils emploient la religion, l'islam, pour presque nier la possibilité d'émancipation à ceux qui étaient les ex-esclaves. Clairement, les ex-esclaves, parmi eux, il y a des gens qui emploient l'islam pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur devant Dieu. Donc, il y a différents discours, différentes façons d'instrumentaliser la religion pour sa propre cause, si tu veux. Mais c'est vrai quand même que les groupes maraboutiques avaient beaucoup d'esclaves dans le passé parce que parfois c'était les guerriers qui leur faisaient des dons comme cadeau. On leur donnait des esclaves pour payer leur service maraboutique avec les esclaves. Il y avait aussi beaucoup de gens qui se mettaient à l'abri parce qu'il y avait beaucoup de guerres dans cette région. Et donc on pensait que la protection de maraboutique, parce que les guerriers n'allaient pas attaquer des maraboutiques. Donc il y avait des gens qui se rendaient chez eux et disaient « on va travailler pour toi, tu vas nous protéger ». Donc c'est presque un esclavage volontaire si tu veux. Mais il y a différentes interprétations sur est-ce que ces gens qui s'étaient mis à l'abri de ces gens, c'est vraiment des esclaves ou non. On les a, alors dans la région, on dit on les a traités d'esclaves. Mais en réalité, ce n'est pas des gens qui ont été pris en guerre, ce n'est pas des gens qui ont été vendus. Donc normalement, et là on me racontant ça, Amanteya disait, parlait des différents groupes, il les nommait tous. Alors il dit, parmi les dans la confédération des Ulémeden,
tu as les maraboutiques, les Kellerl, il y a deux groupes, il y a les Kellerl et les Kellerl Nigger. Ici, il y a les Kellerl Nigger, et à l'intérieur des Kellerl Nigger, il y a plusieurs groupes de dépendants. Certains sont des esclaves qui étaient insérés dans la famille du maître, d'autres étaient des esclaves qui habitaient presque de façon autonome. Et là, il récite une sourate du Coran. Moi, je ne parle pas d'arabe, mais on me dit que c'est une sourate du Coran. Et il dit, les maraboutiques ont fait du bien à prendre des pauvres qui cherchaient la protection chez eux. Mais ce qu'ils font, en les demandant de payer un rachat, c'est contre la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas leur esclave. Alors ici, ce que je vous dis, c'est que c'est intéressant de constater qu'un homme âgé qui a commencé sa vie en esclavage, qui est encore en relation avec le maître, est en position de juger, il prend une position de supériorité morale même, parce qu'il est un vieux, parce qu'il est reconnu comme quelqu'un qui a beaucoup achevé dans sa vie, à travers ses voyages. Il a appris l'arabe, il a lu le Coran, ça dans le village très rural dont il habite, vraiment lui donne un certain statut, et il s'érige à juge moral de ce que certains des ex-maîtres sont en train de faire. Il n'a rien à craindre. Oui. Et là aussi, si vous faites ce type de recherche, c'est des observations. Ce n'est pas tellement la question de est-ce que les anciens maîtres ont raison ou non de prendre le fansa, c'est-à-dire le rachat. Parce que ça, c'est une question de point de vue. Les anciens maîtres qui le font vont te dire qu'ils ont raison et qu'ils c'est dans le Coran et tout ça. Les anciens esclaves, parfois, vont dire non, mais après, ils vont payer le rachat. Moi, j'ai plusieurs photographies des certificats de rachat faits dans les années 1990 et 2000. On continue à racheter sa propre liberté. Oui, même si c'est complètement hors de loi. Parce que c'est l'idée que si tu n'as pas eu ce papier par ton maître, il y aura des choses que tu ne pourras pas faire selon la loi coranique. Là, c'est un discours qui est très fort dans cette région. Par exemple, tu ne peux pas aller en pèlerinage à la Mecque si tu n'as pas été émancipé par ton maître. C'est une des choses qu'on dit. Tu ne peux pas diriger la prière autant que marabout si tu n'as pas été émancipé par ton maître. Et parfois, moi j'ai entendu des hommes ou des femmes qui avaient payé cet acte d'émancipation, et eux ils disent la loi de Dieu est plus importante que la loi des êtres humains. L'État a aboli l'esclavage, mais l'esclavage est dans le Coran. Et si tu veux t'émanciper, tu vas te racheter chez ton maître. Et ça, c'est aussi pour nous en tant que chercheurs. Moi, je ne vous parle pas en tant que musulman, chrétien, anti-abolitionniste. Je vous parle en tant que chercheur. Nous, on prend note. Oui, we have knowledge. On prend note du fait que dans les trajectoires d'émancipation, il y a des groupes qui aujourd'hui ont choisi d'ignorer ça. Il y a des groupes qui se mobilisent politiquement. Il y a des groupes, on va voir en Mauritanie, il y a eu même des groupes d'activistes qui ont brûlé des textes, pas des Corans, mais qui ont publiquement, c'est des Mauritaniens, des descendants d'esclaves mauritaniens, qui ont brûlé des textes musulmans légaux pour dire publiquement, l'esclavage, parce que c'était quelque chose qui contenait l'esclavage. Ils ont été mis en prison. C'est sur YouTube. Je vais essayer de trouver les liens. C'est rapide. Oui, c'est rapide. Oui. Alors là, il y a eu tout un débat, clairement. Mais en tant que chercheur, vous pouvez penser ce que vous voulez en tant que musulman sur ça. Et moi, je suis très intéressée à savoir ce que vous pensez. Mais en tant que chercheur, c'est une observation que dans ce contexte social, il y a différentes positions. Il y a ceux qui continuent à payer pour se libérer, et il y a ceux qui décident de brûler les textes. Et en tant qu'historien, on décrit cette réalité qui change et qui continue à changer. Donc, point de vue méthodologique, oui. Moi, je voudrais savoir comment faire pour dissocier ces deux conceptions. Ça veut dire la conception qu'on peut avoir en tant que musulman et ce qu'on doit penser en tant que chercheur. Parce que ça pose problème des fois. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? On ouvre un peu. Moi, je pense qu'il faut rester historien et ne pas être religieux.
analyser froidement les données, parce que nous aussi, nous avons ce même problème. Par exemple, moi personnellement, quand j'étais en maîtrise, je voulais travailler sur la fiscalité à l'époque coloniale dans le secteur, dans ma région. Mais le professeur Tchoum m'a dissuadé de ne pas travailler sur cette région parce que comme je viens de commencer le métier d'historien, est-ce que j'aurai donc la distance nécessaire si par exemple je tombe sur un de mes anciens parents qui a été tabassé par exemple par l'administration coloniale parce qu'il n'a pas payé l'impôt, est-ce que j'aurai le courage de relater ça dans mon mémoire? Parce que le jour de la soutenance, il y aura sûrement mes parents dans la salle. Est-ce que je vais oser dire ça textuellement, tel que les choses se sont passées? Mais maintenant, présentement, je crois qu'aujourd'hui, j'aurai peut-être assez de recul. C'est comme elle, par exemple, étant musulmane, confrontée à ce genre de situation, elle ne doit pas faire ressortir, comme encore, son appartenance religieuse dans le texte. Il doit analyser froidement les données qu'elle a sous les mains. Il doit enlever son manteau de religieux, du côté, prendre son manteau d'historien pour mieux analyser les quelque chose de très difficile à C'est faire, pas facile à que l'on ne peut pas se séparer de sa foi. Ok. Parce que Ouais, bon. C'est- Moi, c'est ça presque. va. C'est Amadou. 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 Ok. Amadou comme mon assistant. Donc, c'est pas. Mon assistant s'appelait Amadou. Ah, ok. Oui, bon, ce que Ariel a dit, c'est toute la problématique. Moi, j'ai vu un monsieur qui est confronté à ce problème. Ça, c'est pas en tant que chercheur, mais après avoir publié ses travaux. On le juge, on dit que pourtant il est de chez nous. Lui, je considère qu'il a fait son travail. C'est un anthropologue qui a travaillé sur une famille religieuse de chez nous, ici au Sénégal, mais qui a analysé, je pense, froidement les données. Et puis, il a été objectif dans ses recherches. Mais après avoir publié la recherche, il est confronté à un tas de problèmes. Parce qu'il a eu deux regards. Il a eu le regard du dedans et du dehors, comme disent les anthropologues. Mais après, la famille a dit que pourtant il est de chez nous. Et il s'est confronté à un problème parce que sa famille est là-bas. Ses parents sont jusqu'à présent là-bas. Sa chance est qu'il n'est pas ici au Sénégal. Il est aux États-Unis, mais il a tous les problèmes du monde. Il m'a carrément dit qu'il hésite de venir rendre visite à sa famille. Parce que là, les gens sont fâchés contre lui. Voilà. C'est ça aussi le problème. Donc c'est ce qui fait que, au début de votre intervention, quand vous parlez de la chance des jeunes doctorants, des jeunes chercheurs africains qui sont de la société, comme Maguette a dit, ça m'a fait un clic parce que nous, si on a la chance, mais nous sommes désavantagés sur beaucoup de plans aussi. Moi, je pense, en tant que jeune doctorant qui est dans ses recherches, si je... Mais il y a des voies pour pouvoir faire de la recherche sans savoir ce type de problème. Premièrement, tu peux, par exemple, décider, plutôt que poser des questions, de faire un entretien sur la descendance d'esclaves ou sur des questions très difficiles, tu peux dire que tu vas collecter des biographies. Ou que quelles questions tu poses. Alors, tu peux poser des questions. Dans ton cas, Amédée, tu peux dire, tu peux faire une sorte de biographie financière. Tu dis que tu fais de l'histoire économique et tu parles avec les gens que tu interviews. Tu dis, tu peux me parler pendant la période coloniale, comment la façon d'organiser l'économie familiale a changé. Alors là, c'est clair qu'une des façons, peut-être une des choses, c'est que de nouveaux travaux sont devenus possibles, disponibles. Mais une autre chose, c'est qu'on a dû payer l'impôt. Alors là, quand quelqu'un commence à dire, quand le colon est arrivé, il a introduit l'impôt, tu poses une série de sous-questions pour comprendre comment on a fait face à ça. Et ce n'est pas nécessaire de dire, alors, celui qui n'a pas payé l'impôt, de le présenter comme un invaseur.
Parce que parfois les gens ne payaient pas l'impôt parce qu'il y avait de très bonnes raisons de ne pas payer l'impôt. Enfin, je connais des gens qui étaient très pauvres, n'arrivaient pas à payer l'impôt. Il y avait des gens qui avaient des obligations que dans la société africaine étaient importantes. C'est quel langage après tu vas employer dans l'écriture est une autre chose. Alors, dans les questions, tu peux poser des questions qui ce n'est pas bon, est-ce que c'était un cas d'évasion fiscale, toi aussi, parce que les gens ne vont pas répondre à ça, mais tu peux poser des questions qui sont plus neutrales. Puis tu vas réfléchir à comment présenter les données, parce que le problème qu'on vient de discuter, c'est un problème de publier quelque chose, et après tu es mal vu, parce que tu as pris certaines positions. Mais là aussi, quand tu publies quelque chose, une des choses dont je voulais parler, c'est la question des éthiques de l'anonymisation de nos sources. Alors par exemple, si tu parles de choses qui sont mal vues dans une société ou qui peuvent donner des conséquences négatives, alors si tu fais par exemple des entretiens avec des descendants d'esclaves, tu peux écrire un document, alors tu écris ta thèse, dans ton introduction, tu expliques pourquoi selon toi c'est important de faire ce travail. Et là, c'est à toi d'essayer de convaincre les gens. C'est-à-dire que tu es responsable pour ta position. Même si tu es membre de cette société, je ne sais pas, tu peux être une femme et dire que tu es musulmane, mais tu as décidé de poser des questions qui allaient dans différents possibles. Tu peux même prendre une position. Mais tu l'expliques, tu la soutiens comme tu ferais pour convaincre ton ami, enfin, mais de façon plus scientifique. Après, tu protèges tout le monde. Donc, tout le monde est anonymisé. Personne ne doit pas se sentir directement mis en cause, sauf si on t'a donné explicitement la permission de le mentionner par nom ou de le faire identifier. Les 4 témoignages que moi je discute dans cet article, j'ai anonymisé l'individu et le village. Parce que c'est une région tellement petite que si je parle du village, on trouve tout de suite. Vous voyez le village ici? Ça, c'est un des villages. Ça, c'est un village, tu vois? Ça, c'est le village de la femme qui a été mise en esclavage, elle vient de ce village. Et ici, j'emploie un sobriquet, je parle Togok, c'est pas le nom du village, Togok. Togok, c'est quelque chose que les Touaregs mettent dans leur thé. Mais ça sent un peu. Mais, et voilà, ici, c'est la route pour aller au village. Alors, vous voyez, c'est des régions vraiment reculées. Et ici, on est plus proche, vous voyez un peu mieux le village. Vous voyez ici, il y a un bâtiment, ici, c'est l'école, qui a été construite par un projet de développement. Donc, il y a une école, mais sinon, il n'y a rien d'écrit. Donc, les enfants apprennent, mais bon, ils ne savent pas vraiment lire et écrire, parce qu'à l'école, on essaie de leur apprendre, mais après, ils habitent un monde, sauf quand ils commencent à devenir des migrants, des travails, dans des grandes villes. Alors, moi, quand même, en travaillant dans cette région, je me suis dit, aujourd'hui, peut-être, si les descendants de la personne qui m'a parlé veulent qu'on ne sache pas que son grand-père était esclave, et que peut-être le fait qu'on ne saura pas va lui donner plus d'opportunités sur le travail, sur le mariage, peut-être ils ne veulent pas faire savoir que son grand-père m'a dit qu'il a racheté sa liberté, que moi, les photographies, j'ai employé l'ordinateur pour qu'on ne puisse pas voir les noms qui sont écrits. Donc on voit les documents, on voit la date, on ne voit pas les noms. Et j'ai anonymisé les villages et les personnes. Quand même, j'ai dit, c'est une recherche qu'il faut faire. Il faut faire parce qu'on l'a fait pour toutes les nations. Parce que c'est l'histoire du travail dans ce pays. Parce que l'esclavage, ce n'est pas quelque chose qu'il faut avoir honte. Peut-être aujourd'hui on a honte. Et c'est pour ça que moi je n'ai pas voulu exposer des individus. Mais c'est des processus sociaux. Parfois, les descendants d'esclaves sont vraiment les gens les plus courageux que moi j'ai rencontrés. Les meilleurs entretiens de ma vie ont été avec ces vieux hommes qu'à un certain moment, on dit « je pars et j'essaie de faire mon travail, j'essaie de voir comment je vais créer des possibilités pour ma famille, pour mes enfants, pour passer de quelqu'un qui n'avait aucune opportunité à quelqu'un qui a gagné quelque chose, qui a acquis des terres. » C'est des grands défis, des grandes luttes, c'est des histoires presque héroïques. Tu peux
écrire de ça sans romanticiser d'un côté, et moi je suis en train de romanticiser, c'est vrai, moi j'ai eu beaucoup d'admiration pour ce genre parfois. Mais dans les écrits, tu décris ce qui se passe et tu analyses du point de vue historique quel type de processus sont en train de se passer. Alors là, tu as raison, Henriette, si on parle de religion, c'est vraiment difficile. Parce que il y a des arguments, là, même dans ta famille, tu ne pourras pas écrire certaines choses. On fait des choix. Parfois, tu sais, il y a des grands académiciens qui ont fait des choix de parler honnêtement, d'exposer leur point de vue de façon respectueuse. Et parfois, ils ont dû se taire sur certains thèmes. Mais si tout le monde se tait et qu'il y a beaucoup de monde qui pense certaines choses, comment on avance? C'est un problème. Ok.